Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, après le passage en commission, 5 projets de loi adoptés par l'ensemble des députés en séance plénière. Ces textes portent sur le fonctionnement et l'organisation des institutions de la République, dont l'appareil judiciaire. En apportant leur accord à ces lois, les députés permettent notamment le renforcement de l'indépendance de la justice en Côte d'Ivoire. Plus de 339 milliards de francs CFA, c'est le montant que les planteurs ont reçu l'année dernière. Dans le secteur de la noix de cajou, le Conseil Coton-Anacad a fait le point au moment où s'ouvre la campagne de commercialisation du produit. Ces revenus vont s'améliorer. L'organe de régulation renforce les moyens mis en œuvre, notamment dans la lutte contre les acheteurs véreux. Dans le dossier Vidici de ce soir, on se donne rendez-vous à Bofia, le village d'une voix qui a marqué la musique ivoirienne. Ala Thérèse formait avec son époux le duo qui a révolutionné la pombo, rythme musical traditionnel chez les Baoulés. Elle a imposé pendant des décennies. Un an après son décès, retour sur l'héritage artistique de cette icône. L'UE annonce plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Sa déclinaison pour l'Afrique fixe l'horizon à 2030. La présidente de la Commission européenne est en visite à Dakar au Sénégal. Ursula von der Leyen reçue par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. La présidente de la Commission européenne est en visite à Dakar, on vous le disait à l'instant, on reviendra justement sur cette actualité. Mais d'abord, allons à l'Assemblée nationale qui a procédé hier à l'adoption de 5 projets de loi. C'était en plénière. Ces textes déterminent l'organisation et le fonctionnement de certaines institutions de la République. Il s'agit entre autres de l'appareil judiciaire dont le Conseil constitutionnel, après les débats, les députés ont adopté ces lois. On le voit avec Éric Goré. La plénière de ce jeudi 10 février avait une autre configuration, une configuration spéciale. Elle marque la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2022. Je rappelle donc qu'en date du 5 janvier 2022, nous avions été saisis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'une demande d'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet d'examiner 11 projets de loi. 95% des parlementaires étaient présents. Devant eux, 5 projets de loi. Le projet de loi déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-755 portant modification de la loi organique numéro 2018 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces 2 projets de loi ont donné lieu à quelques interprétations et explications. Toutes les crises qui surviennent, soit après les élections, soit même avant les élections. Et toutes ces crises trouvent leur fondement, nous le pensons, dans l'interprétation des textes par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu mettre un terme à ces mauvaises interprétations concernant les élections présidentielles. Il nous a proposé un projet de loi conforme à une Côte d'Ivoire émergente, à une Côte d'Ivoire qui peut continuer sa marche vers la paix et vers la cohésion sociale. Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale, a dû suspendre la plénière d'une vingtaine de minutes. En suspendant les réunions de l'hémicycle pour se concerter, on veut prouver à nos mandants qu'au niveau de l'hémicycle, il n'y a pas de parti au pouvoir, il n'y a pas d'opposition. On doit voir dans la même direction et qu'on veut décider ensemble de l'avenir de notre pays. Ça a été au-delà de 15 minutes. Celui qui assure l'intérim a su saisir l'occasion de permettre aux uns et aux autres de pouvoir se faire comprendre avant que nous ne passions au texte de vote pour qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il y ait une vraie compréhension par la suite. À terme, les 5 projets de loi ont tous été adoptés. Après 2 ans de formation, plus de 8000 élèves fonctionnaires sont prêts à intégrer les services de la fonction publique. Ils ont reçu leur attestation de fin de formation. La ministre Anne-Désirée Oloto exhorte à s'approprier les valeurs de probité et de travail. Eugène Atoubé. Un peu timide mais heureux, il pose pour la postérité avec la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce sont les auditeurs de grade A4 sortis de l'École nationale d'administration après 2 années de formation. Ces hommes et ces femmes, nouveaux fonctionnaires et agents de l'État, appelés à servir dans l'administration publique ivoirienne.
La tâche n'est pas facile. Il faut se rapprocher des anciens. C'est un sentiment d'abord de fierté de faire partie de la grande famille de la fonction publique de Côte d'Ivoire pour porter haut les couleurs de notre drapeau. Ils sont au total 8259 auditeurs, issus de tous les grades de l'administration, à recevoir leur attestation de fin de formation et le statut de la fonction publique. Leur parcours a commencé en 2020, année de leur admission à l'ENA, à l'issue des concours administratifs organisés par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'aventure qui s'ouvre à vous devra consacrer en chacun de vous l'esprit du sacerdoce, c'est-à-dire du don de soi au service du bien de la collectivité. Votre essence et votre existence dans l'administration n'auront pour seul et unique objectif que de servir les populations et non de vous servir. Les nouveaux fonctionnaires QV 2020 auront plus de chances que les promotions précédentes pour ce qui est du paiement du premier mandatement, appelé communément rappel. Anoloto a donné instruction au directeur général de la fonction publique pour que ceux-ci touchent leur solde dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de leur prise de service. Une décision qui met du baume au cœur de ces nouveaux fonctionnaires. Et ces nouveaux fonctionnaires qui doivent aussi s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance continue sa mission. Zoro Epiphane Balo s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Une rencontre pour partager les expériences sur la bonne gestion des affaires publiques. Espérance Diakale Chekone. Suite à la conférence des Nations Unies contre la corruption tenue en décembre dernier en Égypte, où il a été question de l'engagement des États africains contre ce fléau, l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire a rendu une visite au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Cette rencontre était l'occasion d'aborder plusieurs pistes de collaboration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Monsieur le ministre a dirigé une forte délégation ivoirienne lors de la 9e conférence des États partis au traité pour la lutte contre la corruption en Égypte qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh au mois de décembre. Et ils ont eu une participation vraiment très active et très intense. Et je suis passé cet après-midi voir comment est-ce qu'on pourrait renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Les plus hautes autorités égyptiennes en charge de la lutte contre la corruption ont apporté tout l'appui à la Côte d'Ivoire en termes de partage d'expériences. Et il a été convenu de renforcer la coopération avec l'Égypte en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. L'Égypte est l'un des rares pays d'Afrique aguerris en termes de formation et de sensibilisation dans la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire compte s'inspirer de ce modèle. On reste donc dans la coopération. La directrice du bureau Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA en visite en Côte d'Ivoire, un séjour qui permettra de renforcer les liens. Une occasion également pour échanger avec les autorités ivoiriennes sur les engagements du pays dans la conférence internationale sur la population et le développement. Didier Nguessan. La directrice régionale du Bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est en visite en Côte d'Ivoire pour renforcer la coopération entre le pays et l'institution onusienne. Lors des échanges, l'accent est mis sur les grandes lignes du projet Suède pour lequel l'UNFPA joue un rôle essentiel aux côtés du gouvernement et des partenaires. C'était une visite de courtoisie. Je suis venu juste échanger pour savoir où on en est, quels sont les besoins au niveau de notre coopération et je suis heureuse de savoir que ça va très très bien. On ne veut pas qu'aucune femme meure si on peut éviter. Donc 0 mortalité maternelle évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale. Chaque femme qui veut utiliser une méthode moderne de contraception doit avoir accès. Le dernier et très important aussi, c'est 0 VBG, violence basée contre le genre. En Côte d'Ivoire, les résultats obtenus en 2021 sont encourageants avec, entre autres, la mise en place de 97% de structures sanitaires renforcées, plus de 62 000 avortements à risque et plus de 600 décès maternels ont été évités.
Débutée le 9 février dernier, cette visite de coopération prendra fin le 13 du même mois. En économie, un mot sur la dette. La question abordée au cours de l'émission, ça fait l'actualité. Adama Koné a reçu le ministre de l'économie et des finances. Ils ont également évoqué l'impact de la crise sanitaire sur l'économie ivoirienne et la mission du FMI en Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait sur la dette ivoirienne. Quel est le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire en valeur absolue et en proportion par rapport au produit intérieur brut, la richesse nationale? Je dois vous dire par exemple qu'en 2011, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exactement, l'encours de la dette était de 8 377 milliards. 8 377 milliards et ça représentait 69,2% du PIB qui lui-même était de 12 112 milliards. Allez-y. En 2011. Alors aujourd'hui, en 2021, je vous parle donc de 19 800 milliards. Et quand vous regardez le PIB en 2021, il est de 38 439 milliards. Quand on se projette en 2022, puisque nous sommes déjà en 2022, oui, l'encours de la dette sera de 20 900 milliards par rapport à une richesse nationale de 42 000 milliards. Vous voyez, quand on fait le ratio, on va se retrouver en 2022 là à 50%. 50% du PIB. Mais quand on dit ça, il ne faut pas regarder ça dans l'absolu, il faut regarder également de façon comparative avec d'autres pays. Vous savez que la norme communautaire au niveau de l'UEMOA, c'est 70%. Nous sommes à 50%. C'est-à-dire que nous avons une marge assez importante encore d'endettement. Mais ça ne veut pas dire que nous allons progresser pour aller à 70%. Mais quand on regarde également au niveau de toute l'Afrique subsaharienne, la moyenne du taux d'endettement, c'est 62% au niveau de toute l'Afrique, là où nous sommes à 50%. Vous regardez également nos pays comparateurs. Les pays comparateurs, c'est quoi? C'est le Kenya, c'est le Sénégal, c'est le Ghana. Le Sénégal et le Kenya ont des taux d'endettement de 68%. Les deux pays, 68%. Et le Ghana, c'est 83%. Donc ça veut dire que même vous regardez simplement... C'est pour cela, souvent, quand on dit oui, la Côte d'Ivoire est endettée, non, on n'est pas du tout endetté. Je précise que l'émission vous sera proposée après ce journal à 20h50. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en visite de terrain au lycée professionnel de Grand Laou, un établissement qui forme au métier de la mer, mais le lycée est en état de délabrement et les équipements sont vétustes. Kofi Nguessan et l'ambassadeur de l'Espagne ont fait le constat. Salima Toudia nous apprend qu'ils ont annoncé la relance du projet de coopération qui avait permis à l'époque, il y a 20 ans, la construction de ce centre. 4 ans qu'il fréquente les allées du lycée professionnel de Grand Laou. Herman, stagiaire en BT, filière maintenance et machines marines, est passionné par les métiers de la mer. Il rêve d'être un grand mécanicien. J'ai appris à la télé qu'il y avait une école qui forme au métier de la mer. Donc je suis venu m'inscrire et j'ai découvert que le métier est très vaste. Il forme en plusieurs métiers industriels, tels que l'électricité, le froid, la mécanique. Donc j'ai décidé de le faire. Il lui reste 2 ans d'apprentissage pour terminer ses 6 années de formation. Une formation qu'il juge plus ou moins difficile dans la phase pratique. Ouvert en 2002, l'établissement a été le fruit d'une coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Plusieurs promotions ont été formées au métier de la mer. 20 ans plus tard, l'école a perdu son lustre d'antan. Aujourd'hui, quelque peu en état de délabrement. Une situation que le ministre de l'Enseignement technique Kofi Nguessan est venu constater de visu dans cette région des Grands Ponts. À ses côtés, l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire qui a aussi parcouru les 115 km depuis Abidjan. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui ne va pas pour qu'ensemble on puisse apporter quelques réhabilitations et faire en sorte que ce lycée retrouve son lustre d'antan. Le milieu écologique est fascinant, c'est très joli ici. On a la mer, on a la lagune, on a aussi la forêt, on a tout sur place ici. Il faudra faire en sorte que cet établissement attire de nombreux jeunes, que ce soit de notre pays ou de la région africaine, qui viennent ici pour se former au métier de la pêche. Pour l'Espagne, l'engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire devrait continuer en 2022. Continue pour pouvoir assurer une formation de qualité,
continue pour aider la jeunesse ivoirienne à avoir accès à une éducation qui permet de trouver des emplois de qualité. Offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles aux jeunes et les former au métier reste l'ambition de l'État ivoirien. Dans le monde agricole, c'est parti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Le directeur général du Conseil Coton Anacar, Dr Adama Koulibaly, a fait le bilan ce vendredi de l'exercice 2021. On retient que malgré les effets négatifs de la Covid-19, les planteurs ont reçu au total plus de 339 milliards de francs CFA. Des revenus borchants qui devraient s'améliorer cette année en raison de l'augmentation du niveau de la production. Il a dit sa détermination à continuer la lutte contre les acheteurs véreux. Le reportage de Lanciné Bakayoko. La campagne de commercialisation Cajou 2021 s'est caractérisée par une relative stabilité des prix en comparaison aux dernières campagnes. Une relative stabilité liée à l'évolution du dollar et à une meilleure surveillance des frontières entraînant une bonne expression du jeu de la concurrence. Résultat, plus de 339 milliards de francs CFA ont pu être distribués aux producteurs de cajou, en augmentation de 14% par rapport à la campagne précédente. Ce dynamisme est le fruit de l'engagement du gouvernement à travers des mesures réglementaires et opérationnelles fortes en faveur du secteur privé. En ce qui concerne les perspectives, la campagne 2022 s'annonce prometteuse, avec des projections de production dans l'ordre de 1 040 000 tonnes de cajou. 17% de ce volume, soit 180 000 tonnes, devraient être transformées localement. Ces prévisions vont s'accompagner d'un resserrement des mesures aux frontières terrestres afin de freiner la fuite de la production ivoirienne vers les pays voisins. Les acteurs de la filière, dans leur ensemble, sont invités au respect scrupuleux des dispositions pratiques et de la commercialisation de la campagne 2022. C'est le 4 février dernier que le gouvernement a fixé les prix de la noix de cajou. 305 francs le kilogramme Borchamp, 330 francs dans les magasins intérieurs contre 359 francs dans les entrepôts usiniers. Au niveau du port, le prix plancher non négociable a été fixé à 389 francs CFA. La Covid-19 qui a marqué le monde agricole reste encore active. Les autorités sanitaires insistent sur le respect des mesures de lutte contre cette pandémie. Voici le point en chiffres de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 69 nouveaux cas de Covid-19, 22 guéris et 0 décès. À la date du 11 février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 109 cas confirmés, dont 78 866 personnes guéries, 789 décès et 1454 cas actifs. Au total, 8 941 062 doses administrées contre la Covid-19. En France, les convois de la liberté censés rejoindre la capitale française ce vendredi soir. Ils sont partis des 4 coins de l'Hexagone depuis jeudi ou même mercredi pour certains. Les autorités ne veulent surtout pas que Paris soit bloqué comme l'est Ottawa. Au Canada, depuis 15 jours, la préfecture de police a décidé de déployer un dispositif exceptionnel. Plus de 7000 policiers et gendarmes mobilisés à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Ce sont des manifestants qui dénoncent le pass sanitaire instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La lutte se poursuit aussi contre le sida. La Côte d'Ivoire a célébré le 1er décembre dernier la journée mondiale de lutte contre cette maladie, une journée scientifique initiée par le Programme national de lutte contre le sida et ses partenaires. Les acteurs intervenant dans ce combat ont partagé les progrès réalisés et abordé les grands défis. Allons dans le Sud Comoé, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a effectué une journée de travail dans la région. Clarisse Caillot-Maï sensibilise sur la nécessité pour les populations vulnérables de s'adresser aux centres sociaux. Le gouvernement veut atteindre un taux de couverture de 40% en 2025. Walter Amadou Ouattara. Centre social d'Aboissou.
Le directeur régional de la protection sociale reçoit des mains de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la protection sociale de façon symbolique les clés de 17 motos. Une action du programme des filets sociaux productifs qui, selon l'administrateur, va contribuer à la mobilité des agents des différents centres sociaux bénéficiaires. Le Sud Comoé compte 10 centres sociaux qui sont répartis sur les 4 départements que compte la direction du Sud Comoé, ont pour rôle de détecter les vulnérabilités, véritablement les prendre en charge, 17 motos pour aider les agents des centres sociaux à être plus mobiles et aller vers les populations vulnérables. Mais avant, le chantier du centre social d'Ayamé a été visité. En attendant la fin des travaux, les potentiels futurs usagères du centre ne cachent pas leur joie. Le centre est la bienvenue parce qu'on dit que le centre c'est pour s'occuper des veuves, des orphelins, des enfants de la rue. C'était à la mairie, c'était un peu difficile. Ici, on a de l'espace. Quand on va déjà à la maison, c'est qu'on sera bien accueillis. Au cours de cette mission, la secrétaire d'État a souhaité plus de visibilité pour les différentes actions sociales menées par le gouvernement. À Maféré et à Ayamé, Clarisse Akayomaï s'est entretenue avec les représentants de l'administration, des élus locaux et de la chefferie traditionnelle du Sud Comoé. L'État veut atteindre le taux de 40% en 2025 relativement à l'utilisation des services de base par les couches vulnérables. Nous partons avec des éléments qu'il faut pour mettre en œuvre véritablement la vision du président qui est une Côte d'Ivoire solidaire sur le plan humain. Et c'est pour ça qu'il y a un programme dédié au développement humain. Et dans ce programme-là, il y a un pilier qui est consacré à la protection sociale. Et donc, ça va nous permettre de véritablement orienter cette vision-là pour que la population sache que nous sommes à leur écoute et qu'il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui sont mis en œuvre pour leur bien-être. Dans cette dynamique, partout où elle est passée, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a su trouver le mot juste pour encourager les travailleurs sociaux à mieux exercer leur profession. Les personnes vulnérables, justement, dont on parlait à l'instant, sont au cœur des activités de la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Elle a célébré ses 20 ans d'existence au service des populations en détresse. Une célébration qui a permis de faire le bilan de toutes les actions menées. 2000 personnes prises en charge par la Fondation. Evelyne Yoboué, Didier Nguessan. Il y a 20 ans, naissait une organisation non gouvernementale à caractère social qui travaille à améliorer le bien-être des populations vulnérables. La Fondation Djigui, la Grande Espérance, marque un arrêt pour célébrer cette noce de porcelaine et fait le bilan du chemin parcouru. Le bilan est largement positif. Au départ, ce n'était pas facile, mais quelques années après, nous avons atteint une vitesse de croisière sur toute l'étendue du territoire où nous avons acquis une notoriété non seulement nationale, mais au plan international reconnu par beaucoup d'institutions. Depuis sa création, l'organisation a pris en charge environ 2000 personnes, dont 1355 orphelins et 226 personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle lutte également contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre. Cette célébration, au-delà de l'aspect festif, est une occasion pour nous d'attirer notre attention afin que nous soyons tous sensibilisés à la détresse de nos sœurs et de nos filles afin d'y mettre fin. 20 ans, c'est la fin de l'adolescence et le début de la vie d'adulte. Que de chemin parcouru. La Fondation Djigui, la Grande Espérance, a travaillé sans relâche pour donner de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Que d'actions vous avez menées, que d'initiatives vous avez proposées, que de projets vous avez présentés et réalisés. Cet anniversaire s'articule autour du thème « Résilience des organisations de protection des populations vulnérables en situation d'urgence ». La Fondation Djigui, la Grande Espérance, a vu le jour le 4 décembre 2001.
et laissez-vous conduire à Bofia au son de la musique tradie moderne. Retrouvons-nous sur les traces de Ala Thérèse, celle qui a révolutionné la Pongbo, ce rythme musical baoulé qui a séduit plus d'un. Pendant plusieurs décennies, amateurs et puristes ont été édifiés par ce duo Ala Thérèse, Ngoran la loi. Après ces beaux jours, elle a rangé le micro il y a aujourd'hui 2 ans. Allons dans ce village du département de Toumoudi pour voir ce qui reste encore de son héritage artistique. Ville issue de ce soir, c'est avec Serge Coléa. Bofia, village natal d'Ala Thérèse, dans le département de Toumoudi. Décédé le 19 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, c'est ici que repose la reine de la Pongbo. Depuis une 50aine d'années, la prêtresse de la musique tradimoderne baoulée Ala Thérèse a mis le village sous les projecteurs. Aujourd'hui, à Bofia, son nom reste gravé dans les mémoires. Dans la cour familiale, nous rencontrons Kwasi, son petit frère. Les discussions quotidiennes ici tournent autour de sa célébrissime sœur. Mes enfants et moi constituons une partie de la lignée de la famille. Sa renommée nous a permis d'avoir de l'aide et du soutien pour l'organisation de ses funérailles et son inhumation. C'est Ala Thérèse qui nous a fait connaître au monde. Grâce à elle, nous sommes connus aujourd'hui. Bofia compte une dizaine d'artistes tradimodernes reconnus et Ala Thérèse est un modèle et surtout une source d'inspiration. Maman Ala Thérèse, grand congo, jaga le chise kanya, grand contivier. Yo matama, papa sayase. Awa jaga tama, papa sayase. Yo matama, papa sayase. Maman Ala Thérèse a été vraiment un modèle pour moi, particulièrement parce que, étant dans la même famille avec elle, je la voyais faire son activité musicale. Et avec les bonnes choses qu'elle apportait dans la famille, avec les blancs qui la suivaient et partout le monde entier en parlait et tout ça. Donc forcément qu'elle m'a impacté. Moi je fais du tradi moderne chrétien, je fais de la Pongbo bien sûr, mais un peu modernisé, avec d'autres instruments, par exemple la oko et puis le tam-tam aussi. Chaque artiste y va de son style et de son rythme en s'appuyant sur la Pongbo, le genre musical d'Ala Thérèse. Pour garder l'authenticité de la Pongbo et pérenniser l'héritage artistique laissé par la défunte, chacun y met du sien. Prince est le fils de Ngoran la loi. Bénédicte est la nièce et Sosie d'Ala Thérèse. Les 2 jeunes ont décidé de réformer le duo Ala Thérèse, Ngoran la loi. Prince joue avec dextérité l'accordéon et Bénédicte chante et danse avec aisance la Pongbo. On a décidé de former le groupe pour pérenniser leur œuvre. Voilà. Parce que si on arrêtait de jouer tout d'un coup, on n'allait plus entendre parler d'eux et leur image allait s'éteindre. Donc voilà la raison pour laquelle on a décidé de pérenniser leur œuvre. Entourés des mêmes percussionnistes que leurs parents, sans grand moyen depuis près d'1 an, ces 2 jeunes revisitent le répertoire du mythique couple. On maîtrise tous les morceaux, parce que je répète avec mon appareil et aussi avec le groupe. Peut-être que c'est les chansons que j'ai jamais entendues que je ne maîtrise pas. Sinon, ce n'est pas une question de se vanter, mais on maîtrise. Faire vivre les notes de l'accordéon et surtout remémorer au public la voix sublime et adoucissante d'Ala Thérèse. Les cadres du village, avec à leur tête Édouard Loukou, neveu de la diva, entendent
s'impliquer dans la restauration de cet héritage. On a un projet. Le projet, c'est que le fils du vieux qu'on appelle affectueusement la loi junior est un pur produit de l'INSAC. Et aujourd'hui, cet enfant a besoin d'être encadré de sorte à faire valoir ce que son père a commencé, faire mieux que son père. Et on est prêt à l'encadrer. Le staff de la Thérèse en général, et nous demandons l'aide de nos aînés, de nos frères, ceux qui ont aimé l'œuvre de la vieille, à leur donner les moyens, de sorte à leur permettre de continuer ce que la vie a commencé, pour qu'elle reste immortelle. En attendant la réalisation de ce projet par les cadres de Bofia, Prince et sa sœur continuent comme ils peuvent à chanter et à danser la Congo. L'objectif est de pérenniser l'héritage artistique laissé par Ala Thérèse et Ngoran Laloua. Avis d'ici de ce soir, comment Bofia sauvegarde l'œuvre de Ala Thérèse. Dans le reste de l'actualité, la présidente de la Commission européenne est en visite à Dakar, au Sénégal. Ursula von der Leyen, reçue hier jeudi par le chef de l'État, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Il a été question du prochain sommet UA-UE qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février. Elle annonce plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans le cadre de sa nouvelle stratégie baptisée Global Gateway. Sa déclinaison pour l'Afrique fixe l'horizon à 2030. L'argent ira aux énergies renouvelables, à la réduction des risques de catastrophes naturelles, à l'accès à Internet, au transport, à la production de vaccins ou encore à l'éducation. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Régis Kofi. Ce soir, le sage nous apprend qu'il ne faut pas regarder l'endroit où tu es tombé, mais plutôt là où tu t'es cogné le pied. Dieu le voulant, on se retrouve demain.